Depuis des décennies, on nous dit que le pétrole est une source d'énergie rare et que les puits de pétrole vont bientôt être vides. Quand vous aurez vu ces vidéos, vous réaliserez que c'est loin d'être le cas. Au contraire, il nous faut absolument consommer du pétrole. C'est une nécessité géologique. Dans certaines régions du monde, c'est même une question de vie ou de mort. D'où le peu d'engouement pour les énergies alternatives. Sur les cartes européennes des XVIIe et XVIIIe siècles, tout ce territoire, de la Sibérie à l'Inde, est désigné par un seul mot, Tartarie. Pas une mosaïque d'États, pas un conglomérat de tribus, un espace unique avec un nom unique. La partie nord était appelée Grande Tartarie, Grand Tartarie en français. La partie sud, simplement Tartarie. Ouvrez n'importe quelle carte de l'Asie de l'an 1700. Vous ne verrez pas les noms familiers de Russie, Chine, Mongolie. Au lieu de cela, un immense territoire s'étendant à travers tout le continent est étiqueté avec ce nom mystérieux. Les cartographes européens ne donnaient pas d'étiquette au hasard. Ils enregistraient ce qu'ils voyaient, ce que leur disaient les voyageurs et les marchands. Mais que signifie ce mot? Les explications officielles sont floues. On parle du monde souterrain de la mythologie grecque, des esprits malins, d'un nom déformé des Tatars. Il n'existe pas de interprétation unique. En revanche, il existe la linguistique. En anglais, le mot tar signifie résine, goudron, bitume. Tout ce qui est collant, noir et combustible. Tartarie se traduit littéralement par terre de résine. Ce n'est pas une métaphore poétique, ni une image mystique. C'est une description pratique du territoire par rapport à sa principale ressource. On vous dira que c'est une coïncidence fortuite, une simple coïncidence. Très bien. Alors pourquoi ces immenses espaces, avec des réserves de pétrole riches, ont-ils reçu ce nom? Pourquoi pas l'Afrique, où il y a aussi du bitume? Pourquoi pas l'Europe, où l'on extrayait de la résine des arbres? C'est précisément la ceinture allant des montagnes de l'Oural jusqu'en Chine, précisément les régions qui sont aujourd'hui connues comme les plus grandes provinces pétrolières de la planète. Ouvrez la carte des gisements modernes. Sibérie occidentale, Oural-Volga, Kazakhstan, Asie centrale. Tous sont situés sur le territoire de l'historique Tartarie. Ce n'est pas un hasard, c'est une indication directe. La Tartarie n'était pas un empire de peuple. La Tartarie était un empire de ressources. Maintenant, la chose la plus étrange. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, le pétrole dans de nombreuses régions affleurait naturellement. Pas par des puits forés, mais de manière naturelle, à travers des fissures dans la roche. Des fontaines naturelles jaillissaient du sol, formant de véritables lacs de liquide noir. Ouvrez des photos d'archives de Bakou au début du XXe siècle. Des colonnes noires jaillissent de la terre, inondant les environs. Des ouvriers se tiennent à côté, les genoux dans le pétrole. Ce ne sont pas des accidents sur les puits, c'est la terre elle-même qui éjecte le pétrole sans aucun forage. Sur Sakhaline, en Louisiane, à Trinité, on trouve des lacs bitumineux d'une superficie allant jusqu'à 40 hectares. Ce n'est pas le résultat de l'activité humaine. C'est la terre elle-même qui s'est ouverte et a libéré le pétrole à l'extérieur. La rivière Usatova à Sakhaline prend sa source dans une source pétrolière. L'eau se mélange avec du bitume, créant une masse noire et visqueuse qui s'écoule vers la mer. Les habitants au XIXe siècle collectaient ce pétrole à la cuillère, directement à la surface. Pas besoin de forage. Il suffisait de piocher et d'utiliser. Dans l'état de la Louisiane, un lac de pétrole s'est formé, qui est lié à l'extraction de schiste au Texas. Mais le Texas est loin, et le lac est apparu comme un affaissement du sol. La terre s'est soudainement enfoncée, formant un grotto, qui s'est immédiatement rempli de pétrole provenant des entrailles de la terre. La superficie est de plusieurs hectares. La profondeur est inconnue. Personne n'ose y descendre. Le lac Pitch Lake à Trinité occupe 40 hectares. C'est le plus grand lac de bitume naturel au monde. La surface semble solide, et par endroits on peut marcher dessus. Mais au centre, le bitume reste visqueux et aspire tout objet tombé en quelques heures. Les Britanniques à l'époque coloniale utilisaient ce bitume pour la construction de routes. Ils coupaient simplement des morceaux de la masse figée et les emportaient. À l'endroit de l'extraction, après quelques jours, un nouveau bitume apparaissait en remontant des profondeurs. En Ukraine, des gisements de pétrole liés aux tentatives d'extraction des schistes ont été découverts. Le forage a perturbé l'équilibre dans les couches et le pétrole a commencé à s'écouler dans des endroits où il n'était pas présent auparavant. Les affaissements de sol,
La formation de flaques noires, l'émission de gaz sont autant de signes que le sous-sol est saturé et recherche une issue. Si le pétrole n'est pas extrait en permanence, les couches se remplissent. La pression augmente, cherche une issue, trouve des points faibles dans la roche et jaillit à la surface. C'est précisément ce qui s'est produit après la catastrophe de la moitié du XVIIIe siècle. L'extraction a cessé, le système de pompage s'est arrêté, les entrailles se sont remplies et le pétrole a commencé à sortir tout seul. On vous dira que ce sont des processus géologiques naturels qui ont duré des millions d'années. D'accord. Alors expliquez pourquoi les émissions massives de pétrole ont été enregistrées précisément au XIXe siècle. Pourquoi pas avant? Si les sous-sols accumulaient du pétrole pendant des millénaires, des éruptions auraient dû se produire en permanence. Mais elles ont commencé après un certain moment, après que l'extraction s'est arrêtée. Cela signifie une chose. Avant la catastrophe, le pétrole était extrait activement, tellement activement que les profondeurs ne pouvaient pas se remplir. Le système fonctionnait, l'équilibre était maintenu. Puis le système s'est effondré, et le débordement a commencé. Regardez la carte des gisements de charbon sur le territoire de la Russie. D'énormes couches, gisant en couches régulières. Officiellement, ce sont des restes fossilisés de plantes anciennes qui ont reposé pendant des millions d'années sous pression et se sont transformés en charbon, version standard de l'école. Maintenant, c'est important. Et maintenant, regardez les photographies des coupes des strates de charbon. Des couches minces, les unes au-dessus des autres, comme des feuilles dans un livre. Des dizaines, des centaines de couches d'une épaisseur de quelques centimètres, parfaitement horizontales, uniformes sur toute la surface du gisement. Chaque couche semble être appliquée au pinceau par un artiste qui a travaillé sur une toile géante. Comment les plantes forment-elles des couches si uniformes? Les marécages ne croissent pas en tapis parfaits sur des centaines de kilomètres carrés. Les arbres tombent de manière chaotique, pourrissent de manière inégale, créent des buttes et des creux. La tourbe, qui se forme à partir de restes végétaux, a une structure hétérogène et regorge d'inclusions de branches, de racines et de graines. Mais dans les couches de charbon, tout cela est absent. Une masse noire uniforme, divisée en fines couches par des intercalations de roches. On vous dira que ce sont les anneaux de croissance des marais, l'alternance des périodes d'accumulation de végétation et des sédiments. Très bien. Alors expliquez pourquoi ces couches sont uniformes sur toute la surface du gisement. Pourquoi n'y a-t-il pas de zone où la couche est plus épaisse ou plus fine? Le marais croît de manière inégale, à un endroit avec plus d'eau, à un autre plus sec, quelque part la végétation est plus dense. Mais le charbon se trouve en couches uniformes, comme si quelqu'un l'avait déposé couche par couche, avec une précision au centimètre près. Il existe une autre hypothèse, non biogénique. Le charbon est un produit de la transformation du pétrole. Le pétrole a remonté à la surface, a imprégné la roche, s'est durci sous l'effet du temps, de la pression et de l'oxydation. Puis une nouvelle éruption, une nouvelle couche d'imprégnation, un nouveau durcissement. Des centaines de cycles ont créé la structure en couches que nous voyons aujourd'hui. Vérifiez par vous-même. Le bassin charbonnier de Kouznetsk, en Sibérie, est l'un des plus grands du monde. À proximité se trouve la province pétrolière et gazière de l'Ouest sibérien. Le bassin de la Petchora est voisin de la région pétrolière de Timano-Petchora. Le charbon de Donetsk est lié au gisement de pétrole en Ukraine et en Russie. Où il y a du charbon, il y a aussi du pétrole. Ce ne sont pas des marécages anciens au-dessus de mers anciennes. C'est un système unifié, les parties d'un même processus. Les sables bitumineux de l'Alberta au Canada sont les plus grands du monde. Là-bas, le pétrole a imprégné le sable, mais ne s'est pas complètement fossilisé. Un état intermédiaire entre liquide et solide. Les grains de sable sont collés par le bitume, la masse est visqueuse, mais ne coule pas librement. Si le processus se poursuivait, la pression augmenterait, la température s'élèverait, et après des milliers d'années, cela se transformerait en charbon. Mais nous le voyons à l'étape de transformation, dans un moment figé de la conversion du pétrole en matière solide. Prenez un morceau de charbon, chauffez-le sans accès à l'air. Il commencera à libérer des substances volatiles, des gaz, des résines, des hydrocarbures liquides. Par sa composition, c'est presque du pétrole. On explique officiellement que lors du chauffage, l'organique se décompose. Mais que se passe-t-il si c'est le processus inverse? Que se passerait-il si le charbon revenait simplement à son état d'origine, au pétrole dont il s'est formé? Si le charbon est du pétrole solidifié, alors les émissions n'étaient pas des dizaines,
mais des milliers. Tout le territoire de la Tartarie était imprégné de pétrole à travers et à travers. Couche par couche, cycle par cycle, pendant une période qui nous est inconnue. Chaque couche de charbon est la trace d'une émission de pétrole à la surface. Chaque intercalation de roches entre les couches est une période de repos, lorsque le pétrole se solidifiait, s'oxydait, se transformait en matière solide, et cela des centaines de fois. L'expression russe « s'effondrer dans les Tartares » est généralement expliquée par un renvoi aux Tartares grecs, un monde souterrain d'ombre et de punition. Une belle étymologie, enseignée dans les écoles. Mais que se passe-t-il si c'est une description littérale? Regardez le lac de pétrole en Louisiane. Il s'est formé comme un affaissement du sol avec une sortie de pétrole par la suite. La surface semble dure, recouverte d'une croûte de bitume solidifié. De loin, cela ressemble à un sol normal, légèrement brillant d'humidité. Mais il suffit de poser le pied et cette croûte se brise. Une personne ou un animal s'enfonce, plongeant dans une masse visqueuse. Il est impossible de remonter. Plus on se débat, plus on est entraîné profondément. La viscosité du bitume ne permet pas de faire un mouvement brusque. Chaque tentative de se repousser entraîne un enfoncement encore plus profond. Après quelques minutes, la tête disparaît sous la surface. C'est littéralement s'enfoncer dans les profondeurs. Pas une métaphore, une réalité. Au XIXe siècle, de tels pièges étaient répandus. Les paysans savaient quel terrain éviter. Là où le sol semble humide et brille au soleil, il vaut mieux ne pas s'y aventurer. Là où l'herbe pousse chétive et jaune, c'est une zone dangereuse. Les animaux évitaient également ces endroits, sentant instinctivement la menace. Mais parfois, une vache ou un cheval s'éloignait du troupeau, s'aventurait sur un terrain dangereux et disparaissait. Les paysans ne retrouvaient que des traces au bord de la flaque noire. L'animal lui-même était déjà sous la surface, dans une tombe de bitume. De tels gouffres de pétrole étaient omniprésents sur le territoire de l'ancienne Tartarie au XVIIIe et XIXe siècle. La rivière Uzatova à Sakhaline jaillit d'une source pétrolière. Les aborigènes locaux appelaient cet endroit « maudit », ne s'installaient pas à proximité et l'évitaient à plusieurs kilomètres. L'eau de la rivière est mélangée avec du bitume, il est interdit de la boire, aucun poisson n'y vit. Les rives sont noires, collantes, si tu y mets le pied, tu tombes dans un piège. Le lac Pitch Lake, à Trinité et Tobago, couvre 40 hectares. C'est le plus grand lac de bitume naturel au monde. La surface est dure par endroits, on peut y marcher, mais seulement sur des chemins connus des habitants. Un pas sur le côté et le pied s'enfonce. Au centre du lac, le bitume reste visqueux toute l'année. La température y est plus élevée et la circulation ne s'arrête jamais. Tout objet tombé, qu'il s'agisse d'une pierre, d'une bûche ou d'un corps, est aspiré en quelques heures. Après un jour, il ne reste aucune trace à la surface. Les Britanniques, à l'époque coloniale, utilisaient ce lac comme décharge pour les indésirables. Ils jetaient des corps au centre, sans aucune preuve, sans aucune tombe. En Ukraine, des sorties de pétrole ont été découvertes, liées aux tentatives d'extraction de schiste. Les agriculteurs racontent que des taches noires apparaissent soudainement dans les champs. La terre s'effondre, formant des trous d'un diamètre de 1 à 10 mètres. Les bords du trou sont humides et huileux. À l'intérieur, une boue noire. Le bétail qui s'y aventurerait disparaît. Les tracteurs s'enfoncent si le conducteur ne le remarque pas à temps. Les autorités expliquent cela par des processus karstiques, l'érosion des roches. Mais les locaux savent que c'est le pétrole qui perce par le bas, détruisant la structure du sol, créant des vides qui s'effondrent sous le poids. Lorsque le sol est saturé de pétrole et de gaz, il perd sa stabilité. Imaginez du sable, chaque grain étant enveloppé d'un mince film d'huile. Le frottement entre les grains disparaît. La structure devient fluide comme de l'eau. Toute interaction, tout forage, même une forte pluie peuvent provoquer un effondrement. À l'intérieur, un mélange bouillonnant d'eau, d'argile, de gaz et de pétrole. Tout cela jaillit, se répand et ensevelit les environs. Les personnes présentes à proximité n'ont pas le temps de s'échapper. La vague de boue et de pétrole se déplace plus vite que l'homme ne peut courir. L'expression est apparue bien avant que le pétrole ne devienne une ressource industrielle. Au XVIe et XVIIe siècle, lorsque la Tartarie existait encore en tant qu'État, cette malédiction était déjà utilisée. Cela signifie que les gens ont vu ces gouffres en direct. Ils connaissaient le danger. Ils l'utilisaient comme une malédiction ou un avertissement. Le pire qui puisse arriver est de tomber dans un trou noir dont il n'y a pas de retour. La Tartarie était littéralement le pays des trous noirs,
un pays où sous les pieds se cache un piège mortel. L'histoire officielle reste silencieuse sur ce qui s'est passé au milieu du XVIIIe siècle. On parle de guerres locales, de changements de dynastie, de redécoupage politique. Mais les traces parlent d'autre chose. Des coulées de boue ont recouvert les villes. Les premiers étages se sont retrouvés sous terre. Les rues sont recouvertes d'une couche d'argile de plusieurs mètres d'épaisseur. C'était une catastrophe hydraulique, mais aussi un apocalypse pétrolière. Imaginez, des gaz, de l'eau, de l'argile et du pétrole commencent à jaillir de chaque colline, de chaque montagne. Tout se mélange, sous une énorme pression. Les flux se rejoignent, formant des rivières de boue qui descendent dans les vallées, submergent les bas-fonds, recouvrent les villes. Le pétrole rend cette masse visqueuse et lourde. Elle ne peut pas être emportée par l'eau, ne s'assèche pas rapidement. Elle se fige en une croûte, scellant tout ce qui était auparavant. La carrière d'où l'on prenait la pierre du tonnerre pour le monument à Saint-Pétersbourg est maintenant devenue un profond étang. Pourquoi? Parce qu'après le déluge, l'eau et le pétrole ont rempli les trous. Ce qui était une exploitation à ciel ouvert est devenu un lac. Et il y a des milliers de tels endroits sur tout le territoire de l'ancienne Tartarie. Tout le région de la Sibérie à l'Asie centrale a été littéralement effacé par ces processus. La partie européenne a moins souffert. Des villes, un héritage culturel, des archives y sont restées. La récupération s'est faite plus rapidement. Mais à l'est, presque tout a été recouvert de boue, de pétrole et d'eau. À première vue, cela semble juste être des mouvements géologiques, rien de particulier. La Terre est un organisme vivant qui change périodiquement. Mais alors expliquez pourquoi cela s'est produit simultanément sur des milliers de kilomètres. Pourquoi précisément au XVIIIe siècle? Pourquoi précisément sur le territoire de la Tartarie et non dans d'autres régions de la planète? Ce n'est pas la géologie, c'est un déclencheur, trop synchronisé. Quelque chose a déclenché une réaction en chaîne. Peut-être la chute d'un corps céleste, peut-être un déplacement d'épaule, peut-être une catastrophe technologique de la civilisation de Tartarie qui a utilisé des forces échappées à tout contrôle. Nous ne connaissons pas la cause, mais nous voyons le résultat. Si l'on admet la version la plus audacieuse, la Tartarie n'était pas simplement un État. C'était un système planétaire d'extraction et de distribution de ressources énergétiques. Le pétrole n'était pas utilisé pour être brûlé dans des lampes. Pour l'éclairage, il y avait du gaz, qui était plus facile et plus sûr à extraire. Le pétrole était une matière première pour la production de matériaux, pour des technologies dont nous ne pouvons actuellement que deviner l'existence. Les historiens disent généralement qu'à l'époque, la population était minime et que le pétrole n'était utilisé que pour les torches et les lubrifiants. D'accord. Alors d'où viennent les quotas de l'OPEP aujourd'hui? Pourquoi les compagnies pétrolières sont-elles contraintes de maintenir la production même à perte, juste pour ne pas arrêter les puits? Les mathématiques ne concordent pas. Si le pétrole n'a pas été utilisé à grande échelle pendant des siècles, les couches auraient dû se rompre depuis longtemps. La planète aurait dû suffoquer dans des vapeurs de bitume. Mais le point critique est survenu précisément au XVIIIe et XIXe siècle, après l'arrêt du système. Le schéma est simple. La Tartarie extrayait du pétrole à l'échelle mondiale, d'où le nom terre de résine, terre de pétrole. La catastrophe a détruit le système de pompage. Le pétrole a commencé à s'écouler tout seul, créant des lacs, des dépressions, imprégnant les sols. L'Europe, à la fin du XIXe siècle, a rétabli la production, mais déjà à une échelle réduite. Les quotas de l'OPEP sont un moyen de contrôler le prélèvement pour éviter un nouveau débordement et de nouvelles catastrophes. Nous vivons sur un baril de pétrole. Et la seule chose qui nous sauve est l'extraction constante. 10 ans sans forage ni transport. Les couches sont poussées par la pression. La terre commence à gonfler. D'abord dans des régions éloignées, puis plus près des villes. Ce qui a effacé la Tartarie au XVIIIe siècle reviendra. Seulement maintenant, ce sont les métropoles avec des dizaines de millions d'habitants qui seront en danger. Les théories sur le milliard d'or sont généralement présentées comme un complot élitaire. On dit que les riches veulent réduire la population afin que les ressources ne suffisent qu'aux élus. Une belle conspiration qui explique de nombreuses étrangetés du monde moderne. Mais que se passerait-il si ce n'était pas simplement un complot pour le pouvoir? Que se passerait-il si c'était une nécessité technique, liée à ce même pétrole? La population de la Terre ne doit pas dépasser un certain chiffre. Ce n'est pas à cause du manque de nourriture. L'agriculture moderne peut nourrir 10 milliards. Ce n'est pas à cause de l'eau. Les technologies de désalinisation résolvent ce problème.
C'est à cause du pétrole. L'humanité est obligée de consommer tout le pétrole extrait. Si le nombre de personnes devient trop faible, la consommation diminuera. La production devra être réduite. Les puits seront fermés. Les sous-sols commenceront à déborder. Dans 50 ans, des émissions commenceront. Dans 100 ans, de nouveaux effondrements, de nouveaux lacs de bitume, de nouveaux flux de boue. Mais trop de gens est aussi un problème. Plus de population signifie plus de villes, plus d'infrastructures à la surface. Plus de gens se retrouveront dans la zone de destruction lorsque les émanations commenceront. La catastrophe du XVIIIe siècle a détruit la Tartarie, qui était significativement moins peuplée que le monde moderne. Aujourd'hui, des centaines de millions vivent sur le même territoire. Moscou, Yekaterinbourg, Novosibirsk, Kazakhstan, Asie centrale. Toutes ces régions se situent au-dessus des provinces pétrolières. Si les entrailles de la Terre se rompent, comme au XVIIIe siècle, des milliards périront. Le milliard doré, c'est un équilibre. Assez de personnes pour consommer du pétrole et maintenir l'extraction à un niveau qui ne permet pas de surcharger les ressources. Mais pas trop pour minimiser les pertes en cas de catastrophe. Un calcul froid, qui sonne monstrueux, mais qui a une logique technique. Beaucoup penseront maintenant que c'est une théorie paranoïaque, des fantasmes de complotistes. Très bien. Alors répondez à quelques questions. Pourquoi en Europe il y a un contrôle strict sur l'introduction des énergies alternatives? Les panneaux solaires et les éoliennes sont autorisés, mais en quantité limitée. Des quotas sur la puissance, des quotas sur le nombre d'installations. Ils expliquent officiellement cela par le souci de la stabilité des réseaux électriques. Mais les réseaux ont longtemps appris à fonctionner avec une charge variable. Pourquoi en Russie, il n'y a même pas de discussion sur l'énergie alternative? Un pays avec d'énormes territoires où l'on peut construire des fermes solaires et éoliennes sans limitation. Mais tous les projets sont ralentis, le financement est réduit, les inventeurs font face à des barrières bureaucratiques. Officiellement, on explique cela par un manque de rentabilité économique, le coût élevé de l'installation. Mais les technologies deviennent moins chères chaque année. La véritable raison de tout refus des hydrocarbures déclenche un compte à rebours vers la catastrophe. Si l'humanité passe à l'énergie renouvelable demain, il faudra un demi-siècle avant que le système ne tombe en panne. Le bitume commencera à percer le sol. Encore 50 ans plus tard, l'apocalypse du XVIIIe siècle se reproduira. Nous sommes liés aux hydrocarbures non par cupidité des compagnies pétrolières, ni par lobbying, ni par des intérêts politiques. Nous y sommes liés pour notre survie. Ce n'est pas un complot. C'est un système de contrôle d'une catastrophe planétaire. Les quotas de l'OPEP, qui limitent la production des pays membres, semblent être un moyen de maintenir des prix élevés. Mais que se passerait-il si c'était une méthode de sélection équilibrée du pétrole des sous-sols? Éviter une extraction trop rapide, qui créerait des vides et entraînerait des effondrements. Mais aussi éviter l'arrêt de la production, qui entraînerait des débordements et des émissions. Chaque pays reçoit un quota, calculé non pas sur la base des indicateurs économiques, mais sur la nécessité géologique d'extraire exactement ce qui est nécessaire pour maintenir l'équilibre. La Russie possède les plus grandes réserves de pétrole au monde. La Sibérie occidentale, l'Oural-Volga, le plateau continental de l'Arctique. Sous tout le pays se trouve un océan de pétrole qui s'échappe. C'est pourquoi la Russie ne peut pas arrêter l'extraction. C'est pourquoi les énergies alternatives sont interdites, non officiellement, mais de manière effective. Parce qu'arrêter l'extraction signifierait signer un arrêt de mort pour le pays. Dans quelques décennies, la Terre se fissurera exactement comme elle s'est fissurée au milieu du XVIIIe siècle sur le territoire de la Tartarie. L'Europe est dans une situation plus sûre. Il y a moins de pétrole là-bas. Les gisements sont petits, la pression dans les couches est plus basse. Par conséquent, les Européens peuvent se permettre des énergies alternatives, mais aussi en volume limité, sous contrôle. Ils connaissent les règles du jeu. Une élimination totale du pétrole est impossible. On ne peut que réduire la consommation à un certain niveau, mais pas en dessous. Tartarie a été détruite par une catastrophe pétrolière. Les dirigeants blancs d'Asie ont disparu. Les forteresses étoiles ont été ensevelies sous la boue. Les villes ont été effacées de la surface de la Terre. Nous évitons la répétition d'une seule manière, par un pompage constant. Mais cela signifie que nous sommes enfermés dans ce système pour toujours. Il n'y a pas d'accès à l'énergie libre, il n'y a pas de renoncement au pétrole. Juste une course infinie de pomper, consommer, pomper à nouveau. Le nom Tartarie n'est pas une mystique.
c'est la description d'une ressource sur laquelle reposait la civilisation. La terre de Tar est riche en pétrole, et ce pétrole les a perdus. Et nous continuons à marcher sur la même terre. Seulement maintenant, nous connaissons les règles du jeu. Pomper le pétrole, ou il sortira tout seul. Et alors les villes seront à nouveau recouvertes de boue, et les rues se transformeront en lacs noirs, dans lesquels on peut tomber sans retour.